Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Merci d'être une fois encore des nôtres. Vulgarisation le 1er août dernier des images du palais de la Marina rénové et vague d'indignation de s'en suivre. On se souvient, 2 semaines après, alors qu'on croyait le sujet rangé au placard, la polémique du passé, mesdames, messieurs, juristes et enseignants, d'adresser dans la foulée une lettre ouverte aux parlementaires qui, à son tour, fait grand bruit. L'invite rappeler aux concernés leur devoir de contrôle de l'action gouvernementale et une action urgente sur le sujet à controverse. Rénovation du palais de la Marina et lettre ouverte aux députés. Quelle opportunité! Mesdames, Messieurs, le sujet à débattre, ce sera avec quelques-uns des acteurs de la lettre ouverte. Déjà sur ce plateau, en notre compagnie, à ma droite, Miguel Hueto, juriste, spécialiste des droits humains. Elle est la présidente de l'ONG RHP. Et Miguel Hueto, bonjour. Bonjour Joël, bonjour aux amis téléspectateurs. Merci pour la disponibilité. En face de vous, Landry Angelo Adelacou. Il est signataire de la lettre ouverte, au même titre que Miguel Hueto, juriste, il est activiste des droits humains. Landry Angelo Adelacou, bonjour. Bonjour Joël et bonjour chers téléspectateurs de Sika TV. Bonjour Madame Hueto. Bonjour Landry. Et merci pour la disponibilité. Députés de la 8e législature du Bénin, ils sont un certain nombre, mesdames, messieurs, les Béninois, à en entendre, en tout cas, à en attendre rien. C'est ce qui se dit. De cela, inutile d'y penser. Ce sont les mots qui reviennent de façon récurrente. D'autres, par contre, eux aussi, sont des Béninois. Au nom de la légalité, ils en attendent beaucoup. Le juriste Landry Adelacou et ses collègues sont de ceux-là qui pensent qu'il faut pouvoir compter sur ces députés. Ils se disent alors surpris du silence de Louis Vlavonou, qui en est le président, et de ses collègues au sujet de la rénovation du palais et la polémique qui va avec. Landry Adelacou, je me retourne vers vous, surpris, dites-vous, agacé, à la limite, les mots sont mesurés, mais très tranchants. Mais qu'est-ce qui vous embête du silence des députés, quand on sait qu'ils ont beaucoup sur la table? Je pense que ce qui pourrait embêter du silence des députés est clair quand on se réfère aux obligations constitutionnelles de nos parlementaires. Nous savons quels sont leurs droits et devoirs. Et quand vous avez comme devoir le contrôle de l'action gouvernementale, il va de soi que dans une affaire qui alimente la polémique, que vous puissiez, et de façon spontanée, vous saisir du dossier afin d'évacuer les zones d'ombre qui pourraient quand même constituer, je ne sais pas, et le lit à certaines interprétations, peut-être pas justes. Et c'est dans cette logique que nous autres, nous sommes, vous savez. Quand vous prenez le député avec ses prérogatives, il y a également des avantages. Et nous ne concevons pas bien, nous pensons que ce n'est pas élégant que des gens qui bénéficient d'un certain nombre d'avantages, des avantages financiers, matériels et juridiques, puissent quand même se taire sur une question qui touche aux contribuables béninois. Parce que l'argent qui est investi, ou non pas investi, qui est mis, il faut faire attention, qui est mis dans cette rénovation est quand même l'argent que vous et moi et déposons en ce qui concerne les taxes et impôts ou bien en ce qui concerne les emprunts que nous ou bien nos enfants ou petits-enfants auront le temps de rembourser. Alors nous avons décidé tout simplement de rappeler à nos honorables députés cette prérogative qui est la leur, de saisir le gouvernement au fin de lui demander de nous donner quelques clarifications donc sur un certain nombre de questions, fondamentalement deux. Deux, c'est quoi? Et savoir. On revient sur ces deux questions, voilà, fondamentalement correctes pour vous. Mais Madame Miguel Hueto, j'ai posé une question à votre vis-à-vis tout à l'heure, qui fait partie du collectif ayant signé la lettre ouverte. Il n'a pas directement répondu et je vous la repose. Pourquoi cette lettre ouverte maintenant demandant aux députés de donner de la voix? Et j'ai dit avec précision, quand on sait que depuis leur installation, qu'on n'aime pas, ça travaille beaucoup. Les dossiers, ça ne manque pas. Pourquoi leur demander de donner de la voix maintenant? Merci Joël. Vous l'avez dit dans votre introduction, nous sommes 4, vous l'avez également rappelé. Je m'en voudrais de ne pas faire un clin d'œil à nos 2 collègues qui ne sont pas ici. Je veux nommer Romaric Sinsou, qui est juriste militant pour les droits humains aussi, et Eddie Camille Koto, qui est un enseignant psychopédagogue. Alors, contrairement à ce que beaucoup disent, beaucoup n'attendent pratiquement rien de ce Parlement.
Nous autres, nous sommes des légalistes. Nous sommes attachés aux valeurs républicaines, aux valeurs démocratiques. Et quand on est un démocrate, on est conscient de ce que les députés de la 8e législature ont été élus sur la base de tests. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ces tests, qu'on les apprécie ou pas, dans leur contenu ou dans leur forme, toujours est-il que ce sont les députés de la République jusqu'à nouvel ordre. Et donc, nous, sur cette lancée-là, nous nous disons, accordant justement à ces personnes la présomption, elle est peut-être simple, cette présomption-là, mais tout cela reste une présomption, que c'est des gens qui sont acquis à la cause des Béninois et Béninoises. Et quand on fait un clin d'œil à la constitution de notre pays, révisée ou pas, ce principe est toujours d'actualité. Le député, c'est un élu de la nation. Et donc, il représente non pas sa circonscription électorale, mais les Béninois dans leur entièreté. En ce sens, il défend les intérêts de chacune d'entre nous et les intérêts communs, évidemment. Et donc, pour nous, depuis 1 an et quelques mois que ce Parlement est installé, il se sursure beaucoup de choses également se murmurent. Mais nous restons confiants et nous leur accordons ce bénéfice du doute-là, estimant que peut-être ils n'ont pas encore eu le temps de prendre leur marque. Landry l'a rappelé tout à l'heure, les députés de notre pays, quand on se réfère aux différents tests, ont beaucoup de prérogatives. Et ces prérogatives, ils sont conscients, je l'espère, qu'ils n'en jouissent pas indépendamment de chacun d'entre nous. Parce que c'est de l'argent du contribuable qu'il s'agit. Et nous avons estimé que sur un sujet aussi brûlant que la rénovation du palais de la Marina, dans un contexte de Covid-19, dans un contexte où, comme vous le savez, le panier de la ménagère, bien que des infrastructures soient en train de sortir de terre, soient en train d'être réaménagées, que des routes soient en train d'être perçues ici et là, il y a toujours que la majorité des Béninois ont du mal à joindre les deux bouts. Et c'est dans ce contexte justement que, à l'occasion de nos 60 années d'indépendance, d'accession à l'indépendance, qu'ils vous souviennent, entre parenthèses, que notre pays, depuis 2016, a fait le choix de la sobriété. Et quand on se réfère à tous ces éléments-là, on ne peut pas comprendre justement que dans cette dynamique de sobriété, donc de maximiser les ressources, de faire en sorte que les ressources puissent servir à régler les problèmes les plus pressants et les plus utiles pour la nation, que l'on s'engage dans une rénovation. On n'a pas besoin de visiter le palais de la Marina pour se convaincre de l'immensité de sa superficie et de tous les bâtiments qui y figurent. Et donc, on se dit, investir, autant pour moi, mettre de l'argent, parce que pour nous, ce n'est pas un investissement, c'est juste, on a juste mis de l'argent dans une rénovation. Qu'est-ce que cela apporte de façon concrète, au-delà d'arranger l'image? Encore que là, on peut en discuter, c'est pas toujours évident. Si je prends bientôt 12 millions de Béninois que nous sommes, même pas 1% d'entre nous n'auront la chance de visiter ce palais de la Marina une seule fois dans leur vie. Et pendant ce temps, des gens meurent parce qu'ils n'ont pas d'argent, des gens meurent, des enfants meurent parce que les parents n'ont pas le minimum pour les amener aux soins de santé. Et dans un contexte comme ça, qu'on mette de l'argent du contribuable dans une rénovation, on s'est dit, tiens, le Parlement doit pouvoir, non pas monter au créneau, parce que quand vous dites que le Parlement, dont nous appelons le Parlement, a joué son rôle du contrôle de l'action gouvernementale, parce que nous ne sommes pas là, nous, 4, nous ne sommes pas là pour opposer le Parlement à l'exécutif. On sait cependant que le Parlement est la première institution de contre-pouvoir. Et donc, à ce titre, le Parlement doit pouvoir faire ce contrôle-là. Et le Parlement dispose de plusieurs moyens pour y arriver. Et donc, nous sommes étonnés de constater un silence plat, mais alors là, vraiment assourdissant. Mais vous ne comprenez pas que ce sont... vous ne vous dites pas comprendre, mais vous ne dites pas que ce sont le trop-plein de dossiers qui fait que le Parlement n'a pas encore réagi et pourrait réagir à tout moment.
Alors, nous avons fait une lettre ouverte. Nous avons adressé une lettre ouverte. Et je peux vous dire qu'à cette date, malgré nos indiscrétions, nous avons essayé de pousser un peu. Rien ne filtre. Rien ne filtre et rien ne donne l'impression non plus que le Parlement se soit saisi du dossier. Et quand c'est le cas, on se demande si c'est vraiment une question de trop plein de dossiers ou simplement d'un choix. Toujours est-il que nous n'allons pas trop vite en besogne. Contrairement à beaucoup de nos compatriotes, nous avons foi en vous, messieurs les députés, messieurs et dames les députés, au nom de cet engagement que vous avez pris. Vous avez prêté serment. Le drapeau du Bénin, les cocades, vous avez tellement de privilèges que nous savons qu'au nom de tout, de ce serment-là qu'ils ont prêté, qu'ils et elles ont prêté, ils vont répondre favorablement à notre cri de cœur. Un cri de cœur qu'on peut résumer en deux grands axes majeurs. Landry Adelacourt, vous voudrez démarrer avec le premier point. Oui, le premier point, c'est déjà de nous aider à demander à l'exécutif béninois et le montant qu'a coûté la rénovation du palais de la Marina aux contribuables béninois. Quand vous dites ça aussi, beaucoup se demandent si vous n'allez pas chercher la petite bête parce que il y a un montant qui a été communiqué. Pourquoi voulez-vous en savoir plus ou de quel autre montant avez-vous besoin? Oui, déjà, ma collègue l'a dit tout à l'heure, nous autres, nous avons pris de loin les intentions malveillantes et les rumeurs alimentées par les nouveaux médias. Nous ne pouvons pas, dans un état de droit, dans un état démocratique comme le Bénin, où il y a quand même des canaux d'information officiels, nous contenter de ce que nous lisons à travers les nouveaux médias et nous faire un argumentaire ou une position. Non, je pense que nous devons être un peu plus responsables et un peu plus cohérents. Et c'est ce qui a fait que nous avons dit, pour avoir une idée claire, de façon officielle, de façon légale, il est important que ceux-là qui ont cette prérogative de le faire puissent nous aider, nous autres, en tant que citoyens béninois, les 12 millions de citoyens, pas seulement nous 4, à nous demander au gouvernement combien cela a coûté effectivement. C'est vrai qu'il se suicide dans l'opinion que c'est 14 milliards de francs CFA, mais nous ne pouvons pas aujourd'hui affirmer que c'est effectivement 14 millions de francs CFA. C'est ce que nous voudrions juste savoir. Et ça, nous le faisons au nom de la transparence, qui est un principe cher au gouvernement de la rupture. Vous le savez, plus que nous, que le gouvernement, le régime qui est là, est tellement attaché à la bonne gouvernance, à la bonne gestion des fonds de l'État, est tellement attaché aux questions de transparence en matière budgétaire, et que, en sus, nous pensons également que, au nom du droit à l'information, qui est un droit fondamental, constitutionnellement garanti par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et par tous les engagements pris par notre État, qu'il est important qu'en tant que citoyens, nous puissions également demander à l'Assemblée nationale de nous aider à demander cela. Parce qu'il est important que nos concitoyens comprennent qu'il est de notre devoir, un devoir et un droit à la fois inaliénable, d'avoir les informations sur tout ce qui concerne les politiques publiques dans notre pays. Et c'est ainsi. Et donc, vous voyez un peu les deux questions. Maintenant, l'autre point qui est le troisième, c'est que nous avons constaté avec le développement de ma collègue que dans un contexte comme le nôtre, où nous avons encore des questions élémentaires à régler, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au logement, le droit à l'alimentation ne sont pas des droits effectifs dans notre pays. Malgré les efforts et les importantes réalisations du régime actuel depuis bientôt 4 ans. Il faut le reconnaître. Le régime qui est là se bat jour et nuit pour mettre les citoyens béninois à l'aise, pour faire que chaque citoyen puisse trouver un minimum vital. Mais il se fait que, puisque nous sommes en train de traîner un retard depuis 60 ans, ces droits ne sont pas toujours effectifs. Dans ce contexte, est-il bienséant, est-il élégant de choisir, mettre l'argent du contribuable dans une question de rénovation, dans des questions d'enjoliveur? Nous estimons que la priorité pour nous, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est le logement et aussi c'est l'autonomie énergétique qui pourra conduire bien évidemment à l'industrialisation. Parce que les pays développés sont aussi appelés les pays industrialisés. Donc, face à cela, est-ce que notre pays doit faire ce choix? Nous constatons tout simplement que les pays qui mettent l'argent de leur peuple dans le beau, dans l'esthétique, dans le matu vu, sont des pays qui ont fini avec les questions élémentaires. Nous autres, nous n'avons pas fini avec ces questions. Mais peut-être que nous 4, nous nous trompons sur l'appréciation que nous en faites. Alors, nous demandons
au Parlement de nous aider à dire au gouvernement qu'à l'avenir, qu'il serait bien de privilégier l'utile ou à défaut de joindre l'utile à l'agréable et non de privilégier l'agréable. Ce qui s'est fait au Parlement avec cette rénovation, pour nous, dans le contexte qui est le nôtre, et quand on rappelle que le chef de l'État, depuis 4 ans, nous a recommandé de serrer les ceintures. Et le peuple béninois est prêt à serrer les ceintures parce que nous savons que c'est pour le bien-être commun, c'est pour l'intérêt général, c'est pour que nos parents qui, à 200, 300, 500 km de Cotonou, puissent avoir de l'eau potable. Et des efforts sont en train d'être faits. Alors, si c'est pour cette question, le peuple béninois est prêt à serrer les ceintures. Mais dans ce contexte, il n'est pas bien de demander aux gens de serrer les ceintures et de prendre, tel que ça se suscite, nous n'avons pas encore la version officielle, 14 milliards de nos francs CFA et mettre dans la rénovation des bâtiments. Vous savez, le développement, c'est bon pour les infrastructures. La route, tout et tout. Et on le constate. Il y a le programme asphaltage, n'est-ce pas? Il y a l'énergie qui est mariée avec l'État 1, 2, 3. Bon, 3 qui seraient en cours. Tout cela qui est en train d'être fait. L'accès à l'eau potable qui est en train d'être fait. Donc l'éducation, les cantines scolaires. Il y a tellement de choses qui sont en train d'être faites. Mais nous estimons que si nous prenons cet argent, 14 millions de francs CFA, et que nous mettons encore dans l'éducation, ou que nous mettons cela pour, par exemple, rénover notre centre de référence que nous avons actuellement, qui est le CNHU, Hubert Maga de Cotonou, ou bien que nous mettons cet argent dans les centres hospitaliers départementaux que nous avons, cela nous éviterait, par exemple, les cas de décès qu'on aurait pu éviter, les cas de complications qu'on aurait pu éviter. Parce qu'il est vrai, on nous dira, que notre pays, dans le programme d'action du gouvernement, a prévu de construire un hôpital de référence à Abomey-Calavi. Il est vrai. Mais pour le moment, nous ne sommes pas encore là. Nous estimons que les questions de santé, d'éducation, de logement sont des questions aussi fondamentales qui ne peuvent pas attendre. C'est pour cela que nous avons demandé juste, conformément à notre droit et aux prérogatives également que la loi fondamentale nous reconnaît, la constitution de notre pays, saisir le Parlement par une lettre ouverte. Et ça, c'est des outils de redevabilité et de reddition des comptes que tout principe de transparence confère aux citoyens que nous sommes. Et donc, en bon légaliste, nous ne pouvons pas être juristes, militants pour les droits humains, et nous mêler à ce brouhaha qu'il y a sur les réseaux sociaux, à ce mélange qui ne permet pas de voir. Que les choses se fassent dans les règles de l'art. Et dans les règles de l'art, et c'est à cela que nous voulons espérer également que, et vous savez, ce qui est encore bien dans la chose, c'est que nous sommes en train d'aider le Parlement à faire son travail. Et quel travail encore? Son premier contrôle de l'action gouvernementale. Il y a 1 an, le Parlement, à travers sa page Facebook, a fait le bilan de sa gestion. Vous avez dit trop plein de dossiers, c'est vrai. Ils ont beaucoup travaillé, assez de lois, ça il faut le reconnaître. Le Parlement travaille, ça c'est vrai. Mais le Parlement nous a dit, dans ce que nous avons lu, qu'ils n'ont pas pu faire un seul contrôle de l'action gouvernementale. Ils l'ont déploré, oui. Vous voyez? Non, on ne peut pas se contenter. On peut leur donner de la matière. Voilà. On ne peut pas aller sur la page Facebook de l'Assemblée nationale et se mettre à les insulter comme le font certains. Mais nous avons dit, c'est tellement que, vous savez, avec assez de dossiers, vous ne voyez pas le tout. Nous, dans notre posture de légaliste, de citoyen béninois, nous allons aider nos parlementaires à voir qu'il y a un point qui pourrait constituer une première action de contrôle de l'action gouvernementale. Alors, dans un pays où, donc votre démarche, elle est républicaine, si on vous suit très bien, mais dans un pays où presque tout est urgent. Et l'on a commencé par lancer un certain nombre de projets que vous-même vous avez cités. Il y en a qui, déjà, font leur emprise. Est-ce qu'on ne peut pas permettre ce qui est en train d'être fait? Landry l'a dit, il y a des besoins qui sont à la limite pressants. Qui pressent, mais en même temps qui doivent nous oppresser. Parce que dans un État, lorsque les gens n'arrivent pas à manger à leur faim, dans un État, lorsque les gens, quand ils voient leur santé se dégrader et ne peuvent pas avoir accès à la santé de façon correcte, dans un État où, on l'a dit il y a quelques semaines, où des réseaux GSM peuvent se permettre le luxe de défalquer de l'argent, dans un État où, sur fond de Covid, on peut cumuler des factures d'eau pour des citoyens qui malheureusement n'en ont pas les moyens. Vous savez, l'agréable... Quelqu'un a dit que... pour dire que quand vous n'êtes pas encore bien assis, vous n'avez pas le minimum vital, vous ne pouvez pas vous permettre certains luxes. Et pour nous,
pour nous 4 signataires de cette lettre-là, c'est un luxe pour nous de trop. C'est bien, c'est beau d'en rêver. C'est bien, c'est beau de vouloir en arriver là. Mais nous pensons qu'il y a des préalables. Il y a des préalables. Voyez cette maison-là. Et j'ai coutume de dire souvent aux gens que lorsque les gens ne sont pas à l'aise et que vous leur offrez un certain luxe, attention, celui qui n'a jamais vu un pot de WC, il va, au lieu de s'asseoir là-dessus, il va mettre les 2 pieds dessus et il va le casser. Ce n'est pas de ça que nous avons besoin. Faire injure aux gens. Est-ce que vous convenez aussi que le cadre de travail participe pour beaucoup dans l'épanouissement de l'être, pour celui qui est appelé à réfléchir pour le grand nombre? S'il est confiné, comme on pourrait le voir ailleurs, la relève de demain qui doit aller étudier sur des briques et autres, vous voyez un peu les conséquences. Alors, et que ceux-là qui doivent penser pour le grand nombre doivent être dans certaines situations, est-ce qu'on ne peut pas comprendre l'option faite? Alors, Joël, je ne vous ferai pas l'affront de vous demander si vous avez jamais visité ou mis pied au palais de la Marina. Moi, je l'ai fait, pas une fois, pas 2 fois, et je ne pense pas que le palais de la Marina, avant le 1er août 2020, soit dans un état tel que celui que nous présente le PLM Alédio, par exemple. Pour faire parallélisme. Je ne pense pas que ce soit le cas. Et donc, pour moi, il n'y avait pas péril dans la demeure. Peut-être que les gens avaient envie de redonner du neuf à ce lieu-là. On ne va pas le leur interdire, mais nous pensons simplement qu'il y avait d'autres priorités. Et si vous permettez, depuis que cette lettre a été mise au grand jour, depuis le 12 août donc dernier 2020, il y a beaucoup de choses qui se disent, qui s'écrivent contre nous 4 qui en sommes signataires. Certains ont tout fait de nous traiter d'opposants, certains ont tout fait de trouver un ancrage avec nos actions, entre nos actions et celles de certaines personnes ou personnalités dans la République. Moi, j'ai juste envie de dire aux gens, lorsque vous n'avez pas le cran d'user de vos prérogatives, arrêtez quoi. Arrêtez de vouloir décourager les autres. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous. Ça ne nous donne pas à manger, ça ne paye pas nos factures d'électricité. Mais c'est pour nous un devoir patriotique. Nous avons cette responsabilité, vous et nous, justement, de demander à ce que le Parlement, dont nous finançons le fonctionnement au jour le jour, à travers nos impôts, nous, mais aussi nos parents, nos proches, nous demandons, cette action c'est juste pour amener le Parlement à jouer son rôle. Et je voudrais dire aussi à celles et ceux qui, d'une certaine manière, parce qu'il y en a qui essayent de faire de la récupération politique, libre à eux et à elles, mais nous, on voulait juste profiter de cette tribune pour clarifier notre position. Okay. Nous n'avons d'attache ni avec un camp, ni avec un autre. Vous avez anticipé. Notre devoir, il est simplement patriotique, il est républicain. Vous avez anticipé ces tasses-là. Je vais devoir évoluer là-dessus avant de revenir sur l'essentiel du thème. Oui, Landry, votre vis-à-vis l'a évoqué, c'est de l'autorité publique, ça va dans tous les sens. Je réservais ça pour la 3e partie de l'émission. Alors, je suis tenté donc de vous le demander. Elle a commencé par expliquer, pour reprendre l'expression d'un confrère, pour qui roulez-vous? Je pense que ma collègue, Madame Reto, a su très bien le dire. Je l'ai vu dans sa posture, avec sa verve, et clarifier une situation. Je pense que nous n'avons même pas besoin de vouloir justifier quoi que ce soit. Le Bénin, notre pays, malheureusement, est tombé de son piédestal, comme l'a dit quelqu'un. C'est un pays saccagé, descendu de son piédestal. Quand vous êtes dans un pays où les gens ne fonctionnent que pour l'argent, quand vous êtes dans un pays où les gens ne fonctionnent que par intérêt, il va de soi que lorsque vous posez un acte, qu'on trouve qu'il y a quelqu'un derrière. Et dans ce contexte... C'est le mal du Bénin. C'est le mal du Bénin. Vous savez, le Bénin, pendant 60 ans, le Bénin n'a pas de problème. C'est le citoyen béninois le problème du Bénin. Le citoyen béninois a un véritable handicap au développement de ce pays. Qu'est-ce que vous dites là? Oui. Le citoyen béninois a un véritable handicap. Qui sont les gouvernants? Les gouvernants, ils viennent d'où? Ils viennent du peuple. Oui. Ils viennent du peuple. Demain, vous serez ministre, je serai ministre, elle sera présidente de la Cour constitutionnelle et autres. Et nous allons faire comme nous voulons et puis on sera là. Donc le citoyen béninois, c'est lui le véritable problème. Quand vous êtes dans un pays où l'éducation à la citoyenneté n'est pas une réalité, il va de soi que les actions citoyennes
ne puissent pas être comprises. Il va de soi que l'on veuille faire des ramifications, vous amener sur des terrains politiques et autres et trouver qu'il y a des gens derrière. Lorsque vous prenez des risques depuis des dizaines d'années, dans l'intérêt général, pour le bien commun, vous engagez votre avenir, vous engagez vos vies, et avec des pressions que les gens ne maîtrisent certainement pas, et que vous lisez à la limite des idioties venant de certaines personnes. Des gens vous disent même que ce n'est pas de cette façon qu'on revendique des droits. Et là, vous comprenez que c'est le président Patrice Talon qui a raison quand il disait à l'Élysée que le Bénin, je cite, est comme un désert de compétences. Bon, vous avez écouté comme... Oui. Vous nuancez. Oh, oui, je nuance, parce qu'il faut nuancer. Donc, je me rends compte, à la lecture de certaines élucubrations, que notre pays est complètement à terre. Nous avons de grands diplômés, mais des gens qui ne maîtrisent rien de la redevabilité. Non, vous n'avez pas dit ça, pas rien. Je vous dis... Peut-être que c'est des options, mais vous n'avez pas dit... Peut-être, d'accord. Nous comprenons qu'il y a des gens qui ont choisi de façon délibérée de fermer les yeux sur des questions de redevabilité, de réduction de comptes, et sur leurs droits. Je vous dis, ceux-là qui parlent, quand vous prenez la Constitution, vous verrez clairement qu'en tant que citoyen, vous avez l'obligation d'adresser des lettres ouvertes, des pétitions à l'Assemblée nationale. Quand vous rentrez dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, en ces dispositions 110, 111, 112 et suivants, il est de votre droit de le faire. Ceux qui parlent et qui trouvent que ce n'est pas comme ça, on revendique un droit, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont été formés. Et maintenant, ceux qui trouvent qu'une nation est essentiellement politique, il faut dire qu'au Bénin, nous avons également un problème. Il y a un manque de courage. Il y a un manque de courage. Et quand les gens ne sont pas courageux, quand ils n'ont pas l'audace de faire ce qu'ils doivent faire, de faire ce que les textes de la République leur permettent de faire, et quand vous le faites, ils trouvent que ce n'est pas possible et que ça sort du réel. Landry Delacon, est-ce qu'il ne faut pas aussi nuancer ça quand vous parlez du Bénin? Le Bénin a une histoire. Sans courage, il n'y aurait jamais eu 90. Alors, au fil des ans, est-ce qu'il n'y aurait pas eu peut-être une certaine altération des données ou bien des valeurs? Je vous pose la question. Je pense que pour répondre à cela, nous serons juste factuels. Ok. Vous préférez être factuel? Alors, factuel. Ne généralisez pas. Non, nous serons factuels. Quand vous prenez, puisque nous sommes avec le président Patrice Talon, je pense que nous pouvons, le référentiel, nous limiter peut-être à ces 4 années de gestion. Allez-y. Quand vous prenez ces actions, dites-nous, les initiatives citoyennes, combien pouvons-nous citer aujourd'hui? Combien? Parce que nous sommes dans un contexte, il faut le reconnaître, de restriction des libertés fondamentales par le biais de certaines lois, parce que nous sommes dans un contexte hautement risqué, parce que nous sommes dans un contexte de pression, parce que nous sommes dans un contexte où tout le monde peut être objet de redressement fiscal et autres. On se comprend. Parce que nous sommes également dans un contexte où les gens privilégient l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt général. Les gens veulent se faire une carrière, les gens veulent se faire une place sous la routure, les gens veulent se faire... Et ce qui est bien, c'est que le président Patrice Talon est un homme qui connaît le Bénin. Il connaît le pays, il sait, et il l'a dit plusieurs fois, que les talents ne sont pas soumis. Par contre, les griots sont toujours soumis parce qu'ils n'ont pas de contenu, ils n'ont pas de talent et ils n'ont aucune valeur. Il a dit un peu de mots, le chien aboie pour vous, la caravane passe. Alors, vous dites tout à l'heure, c'est une action spontanée parce que la Constitution vous permet de le faire. Mais de la récupération politique, quand vous suivez tout à l'heure, vous l'avez constaté. Alors, vous n'avez pas été motivé à faire ce que vous faites là, mais vous êtes désormais approché, non? Avant de répondre à votre question... N'oubliez surtout pas d'y répondre. Je vais y répondre, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas faire du détour. Avant d'y répondre, vous me permettrez de présenter nos excuses aux téléspectateurs. Vous savez, mon cher Landry, sa réaction, elle est normale. Parfois, il peut vous sembler être dans l'excès. Mais il n'y a que celui qui sait ce qu'il vit, celui qui sait comment est-ce qu'il avance pour réagir comme ça face à certains écrits, face à certains propos vis-à-vis de lui et vis-à-vis de ses pairs. Donc, je voudrais vous prier de l'excuser, mais de comprendre tout de même le fond de sa pensée. Est-ce que nous sommes approchés ou pas? Non. Primo, nous ne sommes pas des candidats aux élections présidentielles de 2021. Ça, c'est la première chose mais des faiseurs de candidats. Parce que nous n'avons pas, pour la plupart, nous 4, aucun d'entre nous n'a encore 40 ans. Ça, c'est la première chose qu'il faille signaler. C'est sûr? C'est très sûr. Okay. Très sûr. Et les gens ont la possibilité de vérifier. Ah oui. Ça, c'est la première chose. Secondo,
Mais vous êtes faiseur de candidats. Secondo, il n'y a que, oui, nous sommes des citoyens au même titre que vous, que tous les autres, et que nous avons ce droit-là aussi d'avoir un candidat. Mais je peux vous dire la main sur le cœur que notre action, elle est totalement citoyenne. Est-ce que nous sommes approchés à la date d'aujourd'hui? Je vous dirais que non. Certes, nous avons des messages qui viennent. Il y en a qui nous insultent, il y en a qui nous injurient, il y en a qui nous disent à quel point nous ne tenons pas à notre vie ou à nos vies. Il y en a qui nous disent à quel point nous faisons souffrir nos parents parce que nous prenons des initiatives qui, ma foi, leur font peur. Et moi, j'ai juste envie de dire, il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce que nous avons initié, nous sommes à notre deuxième lettre ouverte, si je ne me trompe pas, et celle-ci particulièrement parce qu'elle touche un intérêt vraiment particulier et que nous sommes encore dans la fièvre. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent, mais est-ce que vous maîtrisez le fond de ce dossier? Est-ce que vous savez là où vous êtes en train d'aller? Est-ce que vous savez les risques que vous prenez? Et si on vous prenait? Et si on vous arrêtait? Moi, j'ai juste envie de leur dire, j'ai foi en M. Patrice Talon. Et je sais que le président de la République, mon président, notre président, il ne touchera à aucun cheveu d'entre nous. Je les prends au défi. Et je regarde droit dans la caméra, je les prends au défi. Si un jour quelque chose nous arrive à l'un d'entre nous, moi, je m'appelle Miguel Cueto, lui en face de moi, c'est Landry Angelo Adelacun, il y a Eddy Camille Kotor, il y a Romaric Zinsou. Si un jour quelque chose nous arrive, simplement parce que nous avons adressé une lettre ouverte au député à l'Assemblée nationale ou parce que nous avons fait d'autres actions, ça veut dire que celui en qui nous avons foi, M. Patrice Talon, ce n'est plus lui qui est au pouvoir. En tout cas, pour l'instant, le sujet continue de faire des vagues. Récemment, il a dû donner de la voix pour apporter un certain nombre de clarifications. Lui, il s'agit du directeur de la communication de la présidence de la République, Wilfrid Léandre Ombédi. Il estime, chers invités, que c'est l'image projetée par le Bénin à ses différents partenaires internationaux qui est désormais améliorée. Et c'est ce qu'il faut y voir. Votre réaction? Une fois encore, je suis désolé de cette conception des choses et qu'a le directeur de la communication de la présidence. L'image projetée aux partenaires, l'image, elle est importante en effet. Mais entre l'image... Quand vous est sale, ce n'est pas évident. Non, vous savez, l'image, quand nous parlons de l'image, il y a image et il y a image. C'est ça. L'image, les édifices. Donc, le palais de la présidence. L'image, la satisfaction du peuple béninois. Est-ce que, en montrant le palais de la Marina à la présidence, à nos partenaires, cela suffit de dire que le Bénin est un pays développé au même titre que les États-Unis, la France et puis la Grande-Bretagne? Est-ce que c'est ce que nous voulons faire ou carrément l'image que nous devons quand même présenter à nos partenaires, c'est l'image d'un pays où l'accès à l'eau potable est désormais à 100%, où je dirais l'autonomie énergétique est désormais à 100% avec même des réserves qui nous permettent, je l'ai dit, d'aller à l'industrialisation. Est-ce que nous voulons présenter l'image d'un pays où des citoyens sont accompagnés dans leurs actions citoyennes? Est-ce que nous voulons présenter l'image d'un pays qui célèbre les talents? Je pense que ce sont ces genres d'images que nous avons besoin de présenter et non l'image d'un palais de la présidence entièrement rénové sur fond du contribuable. Donc je pense qu'il faudrait qu'on puisse distinguer. Cette image, elle est bonne, elle n'est pas mauvaise. Nous estimons juste que à l'heure actuelle, par rapport aux priorités, on nous a demandé de serrer les ceintures. Nous continuons à serrer les ceintures. Il faudrait que l'argent du contribuable, que nous continuons à serrer les ceintures, puisse quand même permettre de faire des choses concrètes et plus utiles pour le moment. Mais pour le moment, nous estimons que les questions d'enjoliveur ne sont pas trop ce que nous devons privilégier. Alors, lorsque le directeur dit qu'il s'agit de l'image projetée au partenaire qui s'est améliorée, est-ce qu'il ne faut pas voir même au-delà qu'il ne s'agit pas d'un bien pour Patrice Talon plutôt, mais d'un bien pour la communauté? Car le palais, Patrice n'en fera pas sa propriété personnelle. Vous savez, M. Wilfrid Léandre Ombédi, directeur de la communication au palais, je pense qu'il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Et j'ai juste envie d'abord de lui dire, Monsieur le directeur, vous et nous sommes des fils et filles de ce pays. Et nous n'avons aucun intérêt divergent au vôtre. Rendre beau, attrayant,
très joli en termes de vue, le palais de la Marina, c'est une belle initiative. Nous n'en sommes pas contre. Simplement, la question que nous nous sommes posée, et d'ailleurs ça fait partie des 2 points que nous avons, des 2 pistes que nous avons suggérées aux députés, c'est de demander au gouvernement pourquoi un tel choix. Pour dire simplement que nous ne sommes pas en train de jeter la pierre. Nous faisons un constat que dans le pays, il y a d'autres priorités. Alors, pourquoi un tel choix? Ça, c'est la première question. Et ensuite, qu'est-ce que ce choix nous a coûté? Et enfin, 3e point, c'est d'inviter le gouvernement les fois à venir, comme Landry a su bien le dire à l'entame, à faire en sorte que, dorénavant, que les choix soient faits en fonction des priorités qui soient d'utilité pour les populations. Alors, lorsque vous dites pourquoi ce choix et que dans son adresse, le directeur poursuit en ces mots, c'est ce même gouvernement qui a mobilisé plus de 175 milliards pour la construction de l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi. N'a-t-il pas apporté un début de réponse à votre préoccupation? Pas du tout. Je pense qu'il est toujours dans son rôle et qu'il est toujours en train de trouver des arguments pour justifier sa posture. J'ai pas envie de dire je préfère ne pas dire ce que j'ai dans le fond de ma pensée, mais je voudrais sur cette question finir en disant que un hôpital de référence, on a mobilisé des ressources. Cet hôpital n'est pas encore réalité. Et la venue ou la construction de cet hôpital, nulle part on nous a dit que cela induit la fermeture de tous les autres centres hospitaliers ou centres de santé qui existent sur le territoire national. Et donc, qu'on travaille à rénover ces centres-là, aujourd'hui ou demain, on finira tout de même par le faire, bien que cet hôpital de référence soit construit. Et donc, c'est juste un argument. Et j'ai bien envie, s'il est disponible, qu'on fasse un débat contradictoire. Ah bon? Je lui lance le défi pour venir nous convaincre et convaincre le peuple béninois de ce que, parce que l'on a mobilisé des ressources pour construire un hôpital de référence qui n'est pas encore au jour, que cela justifie la rénovation du palais de la Marina. Et oui, quand elle veut le demander, oui, elle demande, les dames. Mais Landry, vous, objectivement, est-ce que ça ne peut pas se comprendre qu'on a fini de mobiliser une telle cagnotte et qu'on pense qu'il faut attirer plus d'investisseurs vers soi? Est-ce qu'on ne peut pas, avec un peu de recul, se permettre ce choix? Non, déjà, dès l'entame, je voudrais dire à ma collègue que M. Wilfried Léon Ngbedi, directeur de la communication de la présidence, étant dans son rôle, je ne pense pas qu'il pourrait accepter venir faire ce débat parce qu'il y a des débats... Non, vous n'êtes pas son porte-parole aussi. Non, je ne pense pas. Quand vous êtes factuel, il y a des éléments qui ne pourra pas balancer. Quand vous n'avez pas des éléments, vous n'allez pas sur un plateau. Pour répondre à votre question, est-ce que nous pouvons justifier la mobilisation de 115 milliards de nos francs pour la construction d'un nouvel hôpital de référence par rapport à ce qui est en train d'être fait? Je voudrais d'abord clarifier. Ayant mobilisé 175 milliards de francs, ce n'est pas le directeur de la communication, ni le président de la République, ni les membres de l'Assemblée nationale ou les membres du gouvernement qui rembourseront. C'est nous, le citoyen béninois. C'est nous, c'est le peuple béninois. Il faudrait qu'on soit clair. L'argent mobilisé, nous allons le rembourser. C'est nous qui allons rembourser. Il faut qu'on ne nous balance plus ces genres d'arguments. Ce n'est pas un don, ce n'est pas un cadeau. Nous allons rembourser. Maintenant, quand nous savons que nous allons rembourser, nous disons, est-ce qu'il est important? Et elle l'a dit, et nous l'avons rappelé dans la lettre. Les centres de santé dans nos villages, nous sommes des villageois. Dans nos villages, sont là dans les états que nous connaissons. Nous disons tout simplement, si c'est vrai que c'est 14 milliards de francs CFA, distribuer les 14 milliards de francs CFA pour aller rénover les centres de santé de Kalalé, de Poga, de Ketou, de Niki, de Savé, de Dassa et de Chloé Kamé. C'est ce que nous disons. Nous sommes factuels, nous sommes objectifs. S'il ne s'agit pas de dire parce qu'on a mobilisé 200 ou 400 milliards quelque part, on peut se permettre de mettre 50 ou 20 milliards dans autre chose. Et nous le disons encore, quand les acteurs parlent, il faut voir dans quelle posture ils sont. Nous sommes dans une posture où nous sommes totalement objectifs. Et tout citoyen débarrassé de son manteau politique pourrait le comprendre. Mais lorsque vous êtes directeur de la communication, c'est-à-dire non seulement vous êtes de l'équipe gouvernementale ou du régime en place, mais vous êtes le directeur de la communication. La communication, nous pouvons la faire également si on nous nommait directeur de la communication. Mais heureusement que nous ne sommes pas à cette étape. Et donc cela nous permet d'être du côté des citoyens, d'être du côté, la voix des sans-voix, pour dire, vous allez voir, ce que nous faisons en fait,
nous sommes en train de contribuer à la réussite du mandat du président Patrice Talon. Il l'a dit, il veut être porté en triomphe. Et si il arrive à investir environ 14 ou 20 milliards de francs CFA dans les centres de santé dans nos villages, il sera plus connu que tout le monde dans nos villages. Et en tout cas, pour l'instant, votre lettre ouverte est au niveau de la table des députés. Vous attendez toujours de réaction. Mais en entendant cette réaction, vous croisez les doigts, vous observez, ça se passe comment? Vous savez, le contrôle de l'action gouvernementale est un des éléments essentiels du jeu démocratique. Et les députés au Parlement, ils ont plusieurs leviers sur lesquels ils peuvent agir pour jouer ce rôle-là. Ils ont par exemple les questions orales, ils ont les questions écrites, ils ont les questions d'actualité. Ils ont tellement de leviers sur lesquels ils peuvent agir. Et comme je vous l'ai dit à l'entame, depuis, nous ne voyons rien pointer à l'horizon. Et comme la Constitution qui nous donne le droit d'écrire aux parlementaires nous donne en même temps le droit d'aller faire une pétition, nous avons décidé, en appui justement à cette lettre ouverte, de mettre en ligne une pétition. Et c'est pour quand ça? Hier. Une pétition qui a été finalisée hier et qui, à partir de ce matin, est déjà disponible. C'est ça. Tous ceux qui veulent et qui vont sur Google et qui tapent « Rénovation du Palais de la Marina », pourquoi ce choix, pourront voir cette pétition et avoir... Et pas devoir patriotique, pas devoir citoyen, pouvoir la signer. Pourquoi une pétition? Vous savez, nous avons imaginé plusieurs cas de figure. Premier cas, c'est que les parlementaires se saisissent de cette lettre ouverte et jouent leur partition. Donc, font... Deuxième cas? Deuxième cas, complètement parti. Deuxième cas, ils ne le font pas. Vous savez, avec la pétition, rien qu'avec 100 signatures déjà, nous avons la possibilité. La loi fait obligation aux parlementaires, au président d'ailleurs, de pouvoir, dès que nous bouclons les 100 signatures, de pouvoir... et que nous suivons justement les procédures qu'il faut pour enclencher le processus au niveau du Parlement, la loi fait obligation au président du Parlement de pouvoir inscrire ce sujet-là à l'ordre du jour. Et le temps étant imparti, comme vous le disiez, oui. je finirai mon propos en rappelant aux députés que nous sommes de leur camp. Puisqu'ils nous représentent, nous, peuple, nous sommes du camp du peuple. Et donc, notre action vise simplement à les aider à accomplir leur devoir. Merci beaucoup à vous, Madame Miguel. Oui, votre conclusion? Ma conclusion, c'est de rappeler qu'à la suite de ce que vient de dire Madame Hueto, ma chère collègue, et c'est que la pétition que nous avons lancée est fondamentalement à point ancrage juridique. L'article 111, exactement. 111, 112, 113 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est pour vous dire que nous sommes des légalistes. Alors, en conclusion, je voudrais féliciter les autorités, le Parlement et l'exécutif pour ce qu'ils font. Nous espérons que cela sera davantage corsé. Nous voudrions aussi inviter nos citoyens à se départir de temps en temps de leur manteau politique. Merci à vous, Monsieur Londri Adelacon. Merci également à vous, Madame Miguel Hueto. Chers téléspectateurs, merci pour la disponibilité permanente. 100% Bénin, ce sera tout pour le numéro du jour. Je vous fausse compagnie sur cette citation ô combien célèbre d'Abraham Lincoln. Je le cite. À la fin, mesdames, messieurs, ce qui compte, ce ne sont pas les années qu'il y a eu dans votre vie, mais la vie qu'il y a eu dans vos années. Bonne méditation chez vous et à très bientôt. If they want to get you, they'll get you.